Allez, mettons un instant de côté les codes de loi et les textes juridiques. Et si on voyait le droit, avant tout, comme une force sociale vivante qui modèle notre quotidien? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. On va commencer par une question qui paraît toute simple. À quel moment précis est-ce qu'une habitude, une coutume sociale, se transforme en quelque chose qu'on reconnaît comme une véritable loi? Pour tenter d'y répondre, on va se tourner vers la pensée de Max Weber. C'est un personnage vraiment à part. Il a commencé sa carrière comme juriste, spécialisé en droit commercial, avant de devenir l'un des plus grands penseurs de la sociologie. Donc voilà le cœur du problème. Où est-ce qu'on trace la ligne? Où s'arrête la simple coutume et où commence la loi avec tout ce que ça implique? C'est cette frontière qu'on va essayer de définir. Alors, il faut savoir qu'avant Weber, l'idée dominante qui venait notamment de l'école historique allemande, c'était le concept de Volksgeist. L'idée, c'était que le droit naissait de manière organique de l'esprit du peuple, comme une sorte d'expression quasi mystique de sa conscience collective. Et c'est là que Weber intervient. Pour lui, ce concept de Volksgeist est beaucoup trop romantique, bien trop abstrait. Comment est-ce qu'on peut mesurer scientifiquement l'esprit du peuple? C'est impossible. Son objectif était donc de désenchanter cette vision pour faire du droit un véritable objet d'étude scientifique. C'est à partir de cette critique qu'il va proposer une idée absolument géniale. Pour vraiment comprendre le droit, il faut l'observer depuis deux points de vue radicalement différents. D'un côté, on a la perspective du juriste. Lui, son travail, c'est de se demander quel est le sens logique et correct d'une règle. C'est le monde de la norme, de ce qui devrait être. Et de l'autre, on a le sociologue. Lui regarde ce qui se passe en pratique dans la communauté, comment les gens se comportent réellement. C'est le monde des faits, de ce qui est. Weber l'a résumé lui-même parfaitement. Le juriste se demande ce qui a valeur de droit, le sociologue se demande en revanche ce qu'il advient en fait dans la communauté. On voit bien ici le fossé entre le monde idéal des textes et la réalité brute des comportements sociaux. D'accord, mais une fois qu'on a fait cette distinction, comment on fait pour étudier le droit comme un sociologue? Eh bien, Weber a développé toute une série d'outils conceptuels pour ça. C'est un peu sa boîte à outils pour analyser la société. Et voici sa définition du droit. Attention, pour Weber, ce qui fait une loi, ce n'est pas le fait qu'elle soit juste ou morale, non. C'est un ordre dont la validité est garantie par la probabilité qu'une contrainte, physique ou psychologique, soit exercée par une instance spéciale pour la faire respecter. Cette définition amène à des conclusions assez étonnantes. Le droit international, par exemple, qui manque souvent d'un organe de coercition efficace, ne serait pas du droit au sens strict de Weber. À l'inverse, le règlement intérieur d'une association étudiante, s'il est appliqué par un comité de discipline, pourrait, lui, être considéré comme du droit. L'important, c'est la présence de ce mécanisme de contrainte. Un autre outil de sa boîte, l'idéal type. Attention au mot idéal. Il ne s'agit pas du tout d'un modèle parfait à atteindre. C'est plutôt une construction intellectuelle, une version pure et logique d'un phénomène social qui sert d'étalon pour mesurer et comparer les exemples qu'on trouve dans le monde réel avec toute leur complexité. On arrive maintenant à un concept absolument central dans toute son œuvre, la rationalisation. C'est en quelque sorte la grande histoire de la modernité. C'est ce passage progressif d'actions basées sur la tradition, l'émotion ou la magie, à des actions basées sur la logique, le calcul et la recherche d'efficacité. Et on voit très bien ce processus de rationalisation à l'œuvre quand on regarde l'évolution d'un acte aussi fondamental aujourd'hui que le contrat. Pour bien comprendre, Weber distingue deux types de relations sociales. D'un côté, la Vergemeinschaftung, ou communalisation, où les liens sont basés sur un sentiment subjectif, l'affection, la tradition, comme dans une famille. De l'autre, la Vergesellschaftung, l'association, où les liens sont basés sur un accord rationnel d'intérêt, comme dans un contrat de travail. Alors si on retrace l'histoire du contrat, on voit cette évolution. Au début, c'était un acte de fraternisation, un rituel presque magique qui changeait le statut d'une personne comme un serment ou un pacte de sang. Ensuite, on passe à l'échange entre étrangers garanti par la propriété. Et on aboutit finalement au contrat monétaire moderne, une transaction impersonnelle, rationnelle, purement économique, où on se moque de savoir qui sont les parties. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Quelle est la grande leçon de l'approche de Max Weber sur le droit? Eh bien, le point essentiel, c'est que le droit n'est jamais quelque chose de figé dans le marbre. L'analyse de Weber nous montre que c'est une arène dynamique, un lieu d'interaction constante entre les règles écrites, les besoins économiques, les rapports de pouvoir et les croyances des gens. Et ça nous laisse avec une dernière question, qui est plus pertinente que jamais. Si le droit est le produit des rapports de force sociaux, alors aujourd'hui, à l'ère des algorithmes et des entreprises mondiales, qui ou quoi crée vraiment la loi qui régit nos vies?